Chapitre 24. La folie. Équipée de hautes cuissardes, Dina Beck nous conduisit sur le sentier du lac, une lanterne dans chaque main. Toutefois, elle ne les avait pas allumées. La lune n'était pas encore levée et la lumière des étoiles trop faible pour nous éclairer. Mais l'obscurité nous dissimulerait au regard ce qui pouvait nous guetter, de qui pouvait nous guetter ici ou dans l'île. Je marchais près de l'épouvanteur, mon bâton dans une main, son sac dans l'autre. Alice suivait quelques pas en arrière. Griff trottinait autour de nous, sa fourrure noire la rendant presque invisible. Mais ton rêve, repose-toi bien, merci pour les pas. Seul le doux tapotement de ses pattes révélait sa présence. Dina tira la barque hors des roseaux pour l'emmener le long de la jetée. La chienne sauta la première, causant un léger roulis. Dina immobilisa l'embarcation le temps que nous montions à bord l'un après l'autre. Devant nous, la ligne noire des arbres semblait le dos bossu de quelques monstres accroupis. Dina nous rapprochait de l'île à longs coups de rame réguliers et presque silencieux. Il n'y avait pas un souffle de vent. La lune se leva, illuminant la crête des montagnes au loin et argentant la surface de l'eau. L'île, cependant, restait plus sombre et inquiétante que jamais. La traversée ne dura que quelques minutes. Après avoir amarré la barque à un pieu, nous sautâmes sur la rive et de vieux ifs cachaient la lune. « Merci, Dina !» dit l'épouvanteur d'une voix si basse que c'était à peine un murmure. « Si nous ne sommes pas de retour dans une heure, rentrez chez vous et revenez nous chercher juste avant l'aube. » La vieille femme fit signe qu'elle avait compris et lui tendit une des lanternes. Comme j'avais déjà les deux mains occupées, elle confia la deuxième à Alice. Griff se lança aussitôt et disparut dans l'obscurité. Laissant Dina près de sa barque, nous nous engageâmes à notre tour sous les arbres noirs. L'île ne mesurait guère que un quart de mille de large sur 3/4 de long. En plein jour, nous aurions pu l'explorer complètement. De nuit, il ne fallait pas y songer. Aussi nous nous dirigeâmes droit vers le milieu où l'ermite avait localisé Orquite. Il y a le chat qui miaule pleine bille. Alors, J, on a un nouveau venu? Ouais. Vas-y, il est bizarre, mais donne-lui une carte. Ouais. Et merci Nissenboy pour le follow. Le sous-bois était dense, composé surtout de conifères, mais nous atteignîmes rapidement un cercle d'arbres aux branches dénudées. Au milieu se dressait la folie. Elle ne correspondait pas du tout à l'idée que je m'en étais faite. À la lumière de la lune, je distinguais deux bâtiments séparés par une quinzaine de pas, deux tours jumelles, carrées, laides, en pierre grise incrustée de lichen, de 20 pieds de haut, pas davantage. On aurait dit des sépulcres. On aurait dit des sépulcres. Leur toit plat était dépourvu de créneaux. De gros blocs de pierre composaient la partie basse des murs, mais à une douzaine de pieds au-dessus du sol et jusqu'au sommet, ceux-ci s'ornaient d'une multitude de gargouilles, crânes, chauves-souris, oiseaux et animaux fantastiques qui semblaient sortis de quelques bestiaires démoniaques. La première tour dépourvue de porte ne présentait pour toute ouverture qu'une étroite meurtrière dans chacun des murs. S'il n'y avait aucun moyen d'y pénétrer, à quoi servait-elle? Elle n'était certes pas là pour l'agrément du regard. Orquite ne pouvait être à l'intérieur. Pourtant, Griff courait tout autour, reniflant et gémissant. Et quand nous nous dirigeâmes vers la seconde tour, elle resta en arrière. Je découvris alors que les deux constructions n'étaient pas absolument identiques. L'autre possédait sa propre collection de gargouilles, ainsi qu'une porte en bois massif, fermée par un gros cadenas. Grâce à l'une des clés fabriquées par son frère, le serrurier, l'épouvanteur ne mit que quelques secondes à l'ouvrir. Nous allumâmes les deux lanternes avant de nous aventurer prudemment à l'intérieur. Les lames de nos bâtons sorties.
Une trentaine de marches descendant le long de 3 des murs nous amenèrent au bord d'une mare d'eau stagnante. L'épouvanteur se baissa pour ramasser quelque chose. C'était une botte. « Celle de Bill ?» me demanda-t-il. « Oui, dis-je. »« Alors où est-il » marmonna mon maître. Levant sa lanterne, il se pencha au-dessus de l'eau et en fouilla la profondeur du regard. Elle était étonnamment claire et je distinguais 2 choses. Un escalier très raide qui s'enfonçait sous l'eau et tout en bas, la bouche... Tu es une quiche. Oui. Et merci Daisy Singe. Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Donc, elle était étonnamment claire et je distinguais 2 choses. Un escalier très raide qui s'enfonçait sous l'eau et, tout en bas, la bouche noire d'une galerie. « Qu'en penses-tu, petit ?» grommela l'épouvanteur. « Où mène ce passage, à ton avis ?» La réponse était évidente. À l'autre tour. À l'autre tour. Exact. Quelle meilleure prison qu'un bâtiment sans porte. Suis-moi, mon garçon. Nous ressortîmes, Alice sur nos talons. Mon maître se dirigea vers la première tour et s'arrêta sous l'une des étroites fenêtres. « Monte sur mes épaules, m'ordonna-t-il, et vois si tu peux grimper pour garder l'intérieur. Prends cette lanterne, mais dissimule-la pour ne pas attirer l'attention de quelques indésirables. Personne ne doit nous voir depuis la terre. » Il s'accroupit et je grimpai sur ses épaules, tenant la lanterne entre mon corps et le mur, tout en m'agrippant de la main droite aux aspérités. Lorsque l'épouvanteur se releva, je manquais de perdre l'équilibre. Mais les gargouilles me servant d'appui, je réussis à me hisser jusqu'à l'ouverture sans lâcher la lanterne, ce qui était un exploit. Collé au mur, le menton sur la lanterne, je glissai un regard par la meurtrière. Je ne distinguais qu'une mare d'eau, semblable à celle de l'autre tour. Je remarquai aussi une large lézarde à la base du mur opposé. L'humidité avait dû faire bouger les fondations. Je redescendis de mon perchoir et nous recommençâmes l'opération le long du 2e mur. « Dépêche-toi, petit !» grommela mon maître. « Mes genoux et mon vieux dos supportent mal ce traitement. » Par la 4e meurtrière, j'aperçus une forme recroquevillée au bord de la mare, quelqu'un dont je ne voyais pas le visage, mais qui ressemblait sans conteste à Arkwright. « Il y a un homme ligoté !» chuchotai-je avec émotion. « C'est lui, j'en suis sûr. » « Parfait, à présent, petit, va explorer le toit. Il y a peut-être une ouverture au sommet. » Je grimpai donc jusqu'en haut, m'accrochai au bord du toit et me hissai pour mieux voir. Pas de passage possible de ce côté, rien qu'une solide dalle de pierre. Après un rapide coup d'œil alentour, je fis demi-tour et avec l'aide de l'épouvanteur sautai à terre. Nous retournâmes à l'autre bout et redescendîmes les marches. Je scrutai la surface de l'eau d'un air sombre. Il n'y avait qu'un passage pour rejoindre Arkwright, la galerie inondée. D'une voix aussi assurée que possible, je déclarai. « Monsieur Arkwright m'a appris à nager. »« Tu nages, petit ?» fit l'épouvanteur. « Je ne saurais en dire autant, mais sais-tu bien nager ?» Je réussis 5 largeurs de canal. Mon maître secoua la tête d'un air dubitatif. « C'est trop dangereux, Tom !»« Ah non, c'est trop dangereux, Tom !» intervint Alice. « Il te faudra plonger et t'engager dans ce tunnel sombre. Si je savais nager, je serais venu avec toi. À 2, on aurait plus de chance. » « La fille a raison !» approuva l'épouvanteur. « Dina connaît peut-être un nageur assez habile pour tenter le coup. »« Vous voulez faire confiance à un étranger ?» protestai-je. « Non, je peux le faire. Je dois au moins essayer. » L'épouvanteur n'insista pas pour me retenir, mais il me fixa en silence pendant que j'ôtais mon manteau et ma chemise, mes bottes et mes chaussettes. Finalement, j'enroulai ma chaîne d'argent autour de ma taille et me préparai à descendre dans l'eau. « Tiens !» dit mon maître en me tendant son couteau. « Passe ça à ta ceinture, tu en auras besoin pour libérer Bill. Prends ça aussi, il aura sûrement soif. » Il me donna une gourde d'eau. « J'ai quelque chose qui pourrait t'aider, » déclara Alice. Tirant de sa poche le sachet de cuir qui contenait ses herbes séchées, elle en défit le cordon. Elle s'en était déjà servie une fois très efficacement pour soigner ma main brûlée, mais je n'avais jamais vu une telle diversité de plantes dans sa collection. Sans que je le sache, elle avait consacré du temps à ses cueillettes. Nul doute que ses talents de guérisseuse s'affirmaient. Elle choisit une feuille sèche.
Tu lui en mettras un petit morceau sous la langue. Ça le ranimera, s'il n'est pas déjà hors de portée. » L'épouvanteur lui jeta un regard dur, puis fit un signe d'assentiment. J'enfonçai donc la feuille dans ma poche de pantalon, coincai le couteau et la gourde dans ma ceinture. « Sois prudent, petit, » me recommanda mon maître. « Ce que tu entreprends est très risqué. Si tu as le moindre doute, n'insiste pas, personne ne t'en voudra. » J'acquiesçai et m'engageai sur les marches. L'eau était si froide que j'en eus le souffle coupé. Adressant un petit sourire à Alice, je fis quelques brasses et tentai de plonger vers l'entrée de la galerie. Je n'allais pas bien loin. L'eau résistait et me repoussait vers la surface. Ou je ne faisais pas le bon mouvement, ou je n'étais pas assez fort. Je pris une grande inspiration et recommençai. 3 secondes plus tard, je ressurgissais, toussant et crachant. Je me sentis ridicule. Jamais je ne réussirais à ramener Arkwright. Il nous faudrait avoir recours à Dinah, en fin de compte. Je regagnai le bord en quelques brasses, jusqu'à ce que je sente les marches sous mes pieds. Je me souvins alors d'une chose qu'Arkwright m'avait dite. Quand on désire plonger dans les profondeurs, le mieux est de se remplir les poches de pierre. « Alice, dis-je, retourne dehors et rapporte-moi les 2 plus gros cailloux que tu trouveras. » Mon maître et Else me dévisagèrent d'un air interloqué. Je leur expliquai. Avec un poids dans chaque main, j'atteindrai le fond et je pourrai pénétrer dans le tunnel. Alice fut vite de retour. Elle m'apportait 2 lourdes pierres. Les tenant contre ma poitrine, je redescendis les marches jusqu'à avoir de l'eau à la taille. Avec une profonde inspiration, je plongeai. Je m'enfonçai aussitôt dans une obscurité glauque. L'ouverture de la galerie était juste en face de moi. Aussi, lâchant les pierres, je m'y engouffrai à grandes poussées de jambes. Les parois de pierre me râpèrent les épaules. 2 nouvelles brasses et je fus dans le noir total. La panique s'empara de moi. Et si on s'était trompé? Si ce passage ne menait pas à l'autre tour? Je m'efforçai d'exécuter les mouvements de bras qu'Arkwright m'avait enseignés, mais le tunnel était étroit et je meurtrissais douloureusement les coudes. L'air commença à me manquer. Les poumons me brûlaient. Je m'efforçai de garder mon calme. Hors de l'eau, j'étais capable de retenir mon souffle, bien plus longtemps que ça. Où était la différence? Tant que je maîtrisais ma peur, tout irait bien. Je ne sais pas, mamie Brécoltou. Enfin, à mon grand soulagement, je sortis du tunnel et remontai vers la surface. J'eus le sentiment d'une présence sur ma droite, quelque chose de gros, mais la seconde d'après, ma tête surgissait à l'air libre. Je relâchai mon souffle et inspirai avec délice. Agitant légèrement les mains et les pieds, je me maintins sur place. Il faisait très sombre dans la tour. Je ne distinguais que le rectangle clair des meurtrières. Un rayon de lune passait par l'une d'elles. Mes yeux s'habituant toujours très vite à la semi-obscurité, j'y verrai assez pour ce que j'avais à faire. 3 brasses m'amenèrent à l'escalier. Quelques secondes plus tard, j'étais debout sur le rebord de pierre, dégoulinant, attendant que ma vision des lieux se précise. Je finis par distinguer une sorte de tas de chiffons contre un mur, ce qui devait être Arkwright. Je fis quelques pas prudents vers lui. J'entendis alors un murmure au-dessus de ma tête. Surpris, je levai les yeux. Quelqu'un m'appela. « Tom !» Je reconnus la voix d'Alice. Elle avait dû escalader la tour comme je l'avais fait pour atteindre une des ouvertures. « Tom, ça va ?»« Jusqu'à présent, oui. Tiens, je te lance une bougie !» Quelque chose rebondit sur le sol près de moi et je me précipitai pour mettre la main dessus. « Maintenant, reprit Alice, je t'envoie ton briquet. Attrape-le, Tom, je ne voudrais pas qu'il se casse. » Je ne le voulais pas non plus, car j'y tenais beaucoup. Mon père, qui l'avait reçu de son propre père, me l'avait offert quand j'avais quitté la maison pour devenir l'apprenti d'épouvanteur. Je le sentis tomber plus que je ne le vis et le saisis au vol. J'eus vite fait d'enflammer la mèche et à Amadou et allumer la bougie. Rangeant le briquet en sécurité au fond de ma poche, je m'approchai de la forme ratatinée. C'était bien Arkwright. Je reconnaissais ses traits, à présent. Mais respirait-il encore? « C'est lui !» lançai-je à Alice. « Il paraît en mauvais état. Je vais tout de même tenter de le ramener par le tunnel. » « Bon, je t'attends dans l'autre tour. » Le visage d'Alice disparut, et j'entendis bientôt des pas qui s'éloignaient au dehors. Quelque chose attira alors mon regard. L'eau de la fosse était claire, j'en distinguais le fond. Et ce que j'avais repéré du coin de l'œil en pénétrant dans cette espèce de puits, c'était l'ouverture d'un second tunnel. Où conduisait-il? Au lac?
Cette hypothèse était plus qu'inquiétante. Il y avait donc un autre accès à cette tour. Une sorcière d'eau pouvait s'emparer de moi sans passer par la porte gardée par Alice et l'épouvanteur. C'est alors que le pire advint. La surface de l'eau se mit soudain à briller et une silhouette se dessina. Quelqu'un m'observait à l'aide d'un miroir. Était-ce Alice? Avait-elle échappé à la surveillance de mon maître? Bien sûr, celui ou celle qui m'espionnait pouvait utiliser un lac, une mare ou une simple flaque, le résultat était le même. Je compris vite qu'il ne s'agissait pas d'Alice, et les griffes de la peur me labourèrent l'estomac. C'était la meurtrière, la sorcière aux ciseaux. À part une écharpe reposant souplement sur ses épaules, elle était vêtue comme lors de notre dernière rencontre. Le même sarrau noir noué à la taille, la même jupe ouverte en deux et attachée autour de ses jambes. Aux lanières de cuir enserrant sa poitrine pendaient de nombreux étuis contenant chacun une arme mortelle. Je ne pouvais détourner les yeux de la plus effrayante, la paire de ciseaux dont elle se servait pour torturer ceux qui tombaient entre ses mains. Aux lames assez tranchantes pour tailler la chair et les os. La dernière fois, je l'avais bernée en faisant mine de me rendre, et je l'avais cloué au tronc d'un arbre avec le bâton, de l'épouvanteur. Elle ne laisserait plus tromper aussi aisément. Elle savait à présent de quoi j'étais capable. Elle portait au cou son habituel collier d'ossements humains, les trophées pris sur les malheureux qu'elle avait assassinés. Elle ne vivait pas pour répandre le sang. Elle respectait, disait-on, son propre code de l'honneur, appréciait qu'un combat soit pas gagné d'avance et se refusait à vaincre en trichant. En cela, je l'avais déçue. Pour sauver ma peau, j'avais eu recours à la ruse, ce qui n'avait pu que m'attirer son mépris. Elle m'adressa un curieux sourire, puis elle ouvrit la bouche et une buée courut à la surface de l'eau. Je compris qu'elle soufflait sur le verre d'un miroir pour écrire dessus. Quoi? Des menaces? L'annonce des représailles qu'elle me ferait subir? Sors d'ici, vite! Nos ennemis se préparent à entrer par le tunnel du lac. Je fixai le message ahuri. Grimalkin? Me mettre en garde? Me voir massacrée par d'autres sorcières ne la réjouissait-elle pas? Je suis fatigué, j'ai du mal à articuler, c'est terrible. Qui désignait-elle par nos ennemis? Les sorcières d'eau? Était-ce une feinte? Me rendait-elle la monnaie de ma pièce? L'image trembla et disparut. J'étais totalement désemparé. Mais qu'elle ait dit ou non la vérité, je devais d'abord sortir Orquite de là. Ayant fixé ma bougie sur les dalles, je m'agenouillai près de lui. Un pot d'eau était posé à ses côtés. Quelqu'un devait s'occuper de le garder en vie pour Morwen. En me penchant, j'entendis son souffle faible, rapide. Je l'appelai par son nom. Il grogna sans ouvrir les yeux. Tirant le couteau de ma ceinture, je tranchai les liens, lui libérant les pieds, puis les mains. Après quoi, je lui frictionnai le visage dans l'espoir de le ranimer. Ses paupières demeuraient obstinément closes. J'appuyai le goulot de ma gourde contre ses lèvres et versai un peu de liquide dans sa bouche. Il s'étrangla, avala quelques gorgées. Je brisai un petit morceau de feuille qu'Alice m'avait donné et le glissai sous sa langue. Enfin, je l'allongeai plus confortablement. Je vis alors des marques sur son cou, 3 grosses croûtes jaunâtres, dont l'une sointait encore. Je n'avais encore jamais rien observé de tel. Puis je me souvins de sa leçon sur les skelets. L'un d'eux s'était-il abreuvé de son sang. Les sorcières avaient-elles utilisé une de ces créatures en prévision de leur rituel? Ne pouvant rien faire de plus, je replaçai la gourde dans ma ceinture et restai assis près d'Orquite, la tête dans les mains. Pour tâcher de mettre de l'ordre dans mes idées, sans lourde pierre pour m'aider à redescendre, jamais je n'atteindrais l'ouverture du tunnel. Orquite était un bon nageur, il aurait été capable de m'entraîner avec lui, mais il était dans un triste état, et je ne voyais pas comment le tirer d'ici. Mes yeux se posèrent alors sur la large fissure courant sur le mur opposé, celle que j'avais remarquée depuis la meurtrière. La tour était construite en grosses pierres. Si l'une d'elles était fendue, et si je réussissais à la déceler, elle suffirait certainement à nous emporter tous deux jusqu'à la bouche du tunnel. Ça valait le coup d'essayer. Je m'emparai de la bougie et allai examiner les choses de près. La fissure était plus importante que je l'avais cru. 3 pierres au moins étaient atteintes. Aussi, posant mon lumignon à côté de moi, je m'attaquai à la plus prometteuse. À force de la secouer, d'avant en arrière, je finis par l'ébranler et en arracher une bonne moitié. Au même moment, Orquite commençait à remuer. Il s'assit péniblement, clignant des yeux dans la lumière de la flamme,
et il grimaça et sortit de sa bouche le bout de la feuille que j'avais placée sous sa langue. « C'est Alice qui m'a donné ça pour vous ranimer, » dis-je. « Tu as franchi le tunnel à la nage ?» J'acquiesçai. « Alors, fit-il avec un sourire, j'ai bien fait de te jeter dans le canal. » Il retrouvait lentement ses forces. « Comment vous sentez-vous » demandai-je. « Mal en point. Il faut pourtant me filer d'ici, n'importe qui peut surgir par ces tunnels. Normalement, je devrais te laisser passer devant, mais je suis aussi faible qu'un chaton. Mieux vaut que je franchisse l'obstacle tant que je m'en sens capable. Je compterai jusqu'à 10 et tu me suivras. Tu compteras jusqu'à 10 et tu me suivras. » Sur ces mots, Orquite se releva, gagna le bord de la fosse d'une démarche chancelante, prit une grande inspiration et plongea. L'impact avec l'eau produisit à peine une éclaboussure, et je le vis glisser droit vers l'ouverture. D'un fort coup de pied, il se propulsa dans le tunnel. L'instant d'après, il avait disparu. Même dans un tel état d'épuisement, il était bien meilleur nageur que moi. Et coucou Gallagher, j'espère que tu vas bien. Je décidai de lui accorder 10 secondes supplémentaires avant de me jeter à l'eau à mon tour. Je glissai le couteau de l'épouvanteur dans ma ceinture, assurai ma chaîne d'argent autour de la taille. Je m'inquiétais pour mon briquet à Amadou. Être mouillé ne lui vaudrait rien, mais je ne pouvais pas l'abandonner derrière moi. Je continuai de fixer les cercles qui s'agrandissaient à la surface de l'eau, jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau assez lisse pour refléter mon visage. Je me préparais à descendre les marches, serrant contre moi un gros morceau de pierre, quand je reculai, horrifié. Quelque chose sortait par l'autre tunnel, celui qui rejoignait le lac.